Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture. Je vous dis qu'il y en aurait quelques-unes assez rapprochées puisque avec les congés, avec l'été, j'ai eu un rythme de lecture un petit peu plus soutenu ces dernières semaines. Et donc là, il va y avoir 2 vidéos dernière lecture normalement avant de commencer mes dernières lectures finalement des challenges actuels, donc le Pumpkin Awesome Challenge et le Cocorico Challenge. Puisque là, au moment où je vous filme cette vidéo, on est le 11 septembre, donc ils ont déjà un petit peu commencé. Mais vous allez voir mes lecture de ces challenges un petit peu plus tard, le temps que je rattrape voilà, les lectures que j'ai fait avant. C'est donc, comme je le disais dans ma dernière vidéo, dernière lecture, plutôt des lectures SFFF, puisque je vous ai présenté les lectures plutôt romances dans cette dernière vidéo. Je vous remercie, comme d'habitude, de tous vos retours, de tous vos commentaires sous les vidéos, sur Instagram, etc. Et d'être toujours de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci encore et toujours pour ça. Et puis je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour le premier livre, ce n'est pas une grande surprise puisque j'en ai parlé quand j'ai parlé du tome 1. J'ai lu, plutôt écouté, Characaille, le tome 2, Le sang sur le sable de Bradley P. Beaulieu, que j'écoute parce que j'ai l'intégrale des 4 premiers tomes. Alors j'ai appris depuis qu'un 5e tome était prévu normalement pour dans quelques mois, donc je suis un peu triste que je ne finisse pas, comme je le croyais, la série à la fin de ce livre audio, parce que ça m'aurait bien arrangé de commencer et finir une série dans la foulée, mais c'est ainsi. Concernant le tome de Characaille, alors je vais pas vous parler de quoi ça cause, qu'est-ce qui se passe dans ce tome 2, puisque ce serait extrêmement spoilant. Je vous renvoie à ma vidéo sur le premier tome de Characaille pour un petit peu le résumer tout ça. Par rapport à ce premier tome, alors c'était un petit peu étonnant parce que je crois que c'est la même narratrice du livre audio, mais elle faisait les différentes voix des personnages et pour le coup elle a changé certaines des voix. Alors c'était très manifeste pour moi parce que j'ai enchaîné mon écoute des 2 tomes, donc vraiment j'ai vu ce switch. Je sais pas si j'avais laissé passer un petit peu de temps, ça m'aurait paru aussi net. Mais en tout cas, du coup, ça m'a un petit peu perturbée dans mon écoute puisque les personnages que je connaissais avec une certaine voix avaient une voix tout à fait différente. Alors pour certains personnages, ça m'a plutôt arrangé, notamment pour Myriam, qui est un personnage qui avait une voix extrêmement grinçante dans le livre audio du premier tome, qui là était beaucoup plus agréable. Donc finalement, voilà, c'était plutôt un avantage sur ce point. Mais voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation pour certaines personnes. J'étais là, alors attends, du coup, c'est pas le même ton qu'avant, mais c'est le même personnage. Très bien. C'est toujours du coup un livre avec une alternance de points de vue, de temporalité, un peu à la Game of Thrones si vous voulez, mais beaucoup moins de points de vue globalement. On suit quand même plutôt quelques personnages principaux qui sont toujours plutôt intéressants. Il n'y a pas franchement de personnages que j'ai détesté suivre où je me suis dit que l'histoire n'avançait pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet d'avoir vraiment toute l'amplitude des points de vue et des intérêts de cet univers. Et en fait, ce qui est extrêmement plaisant dans ce récit, c'est que c'est un univers et une histoire qui n'est pas du tout manichéenne, où en fait chacun a des intérêts extrêmement divergents qui se rejoignent peu ou sur certains points précis, mais il y en a pas franchement qui ont raison ou tort. Alors il y a ces rois un petit peu maléfiques, mystérieux, dont je vous parlais dans le premier tome, qui sont quand même plutôt présentés comme les méchants de l'histoire globalement, mais on se rend compte au fil de l'eau que peut-être c'est pas si simple, même s'ils sont quand même méchants. Et voilà, il y a quand même pas mal de nuances globalement, j'ai trouvé, même parmi Cheda qui est le personnage principal, et il y a plein de moments où elle prend des décisions qui sont pas toujours extrêmement bonnes dans le sens moral du terme finalement, et ça la rend encore une fois extrêmement intéressante. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment complexe, entier et très très intéressant à suivre, donc ça c'était très très chouette. Il y a pas mal d'actions dans ce tome là globalement, mais je trouve qu'il a quand même malheureusement un certain défaut des 2e tomes et qu'il y a quelques longueurs à certains moments, surtout que c'est des tomes qui sont quand même assez longs puisqu'ils font souvent plus de 20 heures d'écoute, donc ça fait quand même une bonne brique en livre. Je pense que c'est autour de 500 pages, quelque chose comme ça, donc ça fait quand même de la matière. Et c'est vrai qu'il y a des moments où même s'il y a de l'action, les enchaînements sont peut-être un petit peu longs parfois. C'est aussi pour le coup un livre de fantasy que je trouve assez original dans la structure. C'est assez imprévisible dans l'ensemble parce que comme il y a beaucoup de points de vue, chacun est un petit peu à des moments différents de sa trame narrative, et du coup c'est difficile de prévoir exactement quand est-ce que ça va s'arrêter, comment ça va évoluer, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Gros trigger warning pour la torture, si ça vous dérange qu'on malmène un petit peu le corps humain, des choses comme ça. Moi c'est quelque chose qui parfois sur lequel je peux être un petit peu sensible dans certaines circonstances, et là j'avoue qu'il y a une scène qui était assez dure à entendre pour le coup. En plus on a vraiment les images etc, et en termes de souffrance infligée et tout, en plus on est dans la tête du personnage qui se fait torturer, donc c'est d'autant plus
difficile je trouve, et vraiment voilà, si ça vous trigger, si ça vous touche, faites attention à ça, parce que voilà, c'est une scène que j'ai pas trouvée extrêmement simple à appréhender, on va dire. Dans l'ensemble, c'était une très bonne écoute, un très bon tome 2, même si encore une fois, comme je vous le disais, un petit peu de longueur, un petit peu de défaut de ces seconds tomes. J'ai passé un bon moment, j'ai hâte de voir un petit peu où va la série. Alors du coup, je n'aurai pas la conclusion dans ces 4 volumes, mais si ça me plaît, je continuerai avec le 5e, et espérons-le, le dernier tome, avant que je me sois encore lancée dans une série à rallonge, parce que c'est un petit peu ma spécialité finalement. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà découvert Sharakai ou si je vous donne envie. En tout cas, globalement, c'est de la bonne fantaisie orientale que je ne peux que vous recommander si vous aimez ce genre-là. En plus, il fait encore chaud, donc c'est le bon moment, je trouve, pour le lire. Ensuite, pour le coup, une saga que j'ai plutôt finie, on va dire, puisque j'ai enfin terminé les premières aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, qui est dans la très jolie édition Omnibus. Je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les reliques de ma pile à lire qu'il me restait juste les dernières nouvelles à lire. C'est chose faite. Voilà. J'ai globalement beaucoup apprécié ce tome, et notamment ces dernières nouvelles. Je vous avais dit que j'avais eu un petit peu de mal avec le passage Lupin contre Sherlock Holmes, où je trouvais qu'il était peut-être un petit peu trop moqueur envers Sherlock, alors que c'était un personnage que j'appréciais beaucoup. Là, à contrario, je trouvais qu'en fait Lupin avait ces espèces de traits Sherlock Holmesque, avec des espèces d'enquêtes à chaque fois, où bon, il finit toujours par voler quelque chose et avoir la part belle, mais où il y a quand même cette espèce de réflexion un petit peu logique que j'aime beaucoup. Lupin, c'est quand même bon, une espèce de drama queen d'une manière générale. Il y a beaucoup de moments où c'est juste Lupin qui essaie d'attirer l'attention et qui publie dans les journaux, et bon, ça fait doucement rigoler. Voilà, moi c'est pas le genre de personnage que j'apprécie énormément, mais dans ce contexte et avec tout l'historique derrière, c'est assez sympa. J'ai apprécié les enquêtes. Ce qui est toujours un petit peu plus étrange, c'est que tout le monde tombe amoureux de Lupin parce que c'est le dandy, parce que c'est le gentleman, etc. C'est voilà, encore une fois, c'est pas ce que je préfère forcément. Je pense que voilà, j'ai quand même une affection un petit peu plus marquée pour Sherlock Holmes, mais j'ai beaucoup apprécié découvrir Lupin, j'ai beaucoup apprécié découvrir toute l'ambiance et tout ce que ça impliquait, et globalement c'était des très bonnes lectures. Si vous aimez un petit peu cette époque, un petit peu ces enquêtes, ce truc un peu rocambolesque avec plein de rebondissements, de gens qui fuient la police par des solutions diverses et variées, je peux vous le recommander parce que c'est bien écrit, c'est agréable, ça se lit assez vite, et c'était globalement assez plaisant à lire. Ensuite, je vais vous présenter encore, je crois bien, une lecture qui faisait partie des reliques de Mabel, comme quoi je les lis progressivement, et c'est extrêmement agréable, d'autant que c'était une excellente lecture. Akata Witch de Nnedi Okorafor, qui est publiée aux éditions de l'École des loisirs dans ma collection Medium. Et voilà, comme je vous l'ai déjà spoilé d'entrée de jeu, ça a été une excellente lecture. C'est l'histoire donc de cette jeune fille qui vit au Nigeria, qui est née aux États-Unis, mais dont les parents d'origine nigérienne sont revenus au Nigeria, et ça se passe pas très bien pour elle, d'une part parce qu'elle n'est pas née ici et donc elle a toujours un petit peu ce côté outsider, d'autre part parce qu'elle est albinos et que c'est d'autant plus mal vu dans ce pays encore à l'époque, hein, ça se passe à l'époque actuelle, et voilà, elle est harcelée à l'école, les professeurs sont extrêmement peu sympathiques et les élèves également, et en fait elle tombe sur 2 élèves qui sont un petit peu plus sympas avec elle et qui commencent à l'initier à leur monde, où elle se rend compte en fait que la magie existe et que elle a des pouvoirs, etc. Donc un trope un petit peu classique finalement de fantasy jeunesse young adulte avec cette initiation. Ce qui était vraiment extrêmement intéressant, c'est que tout ça se fait dans la culture donc nigérienne, avec le joujou, donc une magie qui repose sur des dessins et des incantations, avec notamment un couteau de joujou qu'il faut récupérer, où à chaque fois que quelqu'un apprend quelque chose, en fait il est récompensé par une pluie de pièces littéralement qui lui tombe dessus, et donc c'est la monnaie de ce monde là. Donc finalement en fait le savoir, la connaissance paye au sens littéral, et du coup en fait le but un petit peu de tout le monde dans cette société, c'est d'acquérir du savoir, d'acquérir de la connaissance pour un petit peu le bien-être global. C'est ce qui est vendu, et donc il y a dans ce récit encore une fois pas mal de passages d'apprentissage qui sont extrêmement bien faits, que j'ai trouvé très intéressants. Il y a une bibliothèque magique, il y a voilà des sortilèges, des choses comme ça, c'est
assez young adulte, donc il y a aussi voilà la relation entre ces trois adolescents qui essayent de jongler un petit peu avec tous les aspects de leur vie. Cette jeune femme aime beaucoup le football, mais c'est difficile d'y jouer parce que c'est une fille. Et encore une fois, dans cette société, c'est difficile. Pareil, la relation avec ses parents est un petit peu compliquée parce que, encore une fois, c'est la seule fille de la famille. Ça crée pas mal de tensions, notamment avec son père. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont abordées, outre l'aspect fantastique, fantasy, que j'ai vraiment, pour le coup, énormément apprécié. Mais les autres aspects sont vraiment bien faits également et très intéressants et très informatifs, en fait, sur tout ce pan-là d'une culture qui, vraiment, mais relativement tout à fait inconnue, puisqu'on n'en parle quasiment pas dans les littératures occidentales et dans les livres que je lis de manière générale, et c'est extrêmement dommage, et c'était hyper chouette, l'ambiance, un peu spooky en plus, sur fond de tueur en série, avec une espèce d'enquête un petit peu comme pourrait être la Big Lit ou le fantastique parfois. C'était très bien fait, très intéressant vraiment, et le contexte, l'univers, la mythologie sont très bien développés, sont très bien faits, très bien construits. On voit la cohérence du truc et franchement c'est original, ça change, ça fait du bien, c'est extrêmement plaisant. Alors encore une fois, grande tristesse ou pas, je me suis rendu compte que c'était le premier tome d'une série et que j'en avais encore commencé une et que vraiment on ne m'arrêtait plus. Mais d'un autre côté, en fait, c'était tellement cool, c'était tellement chouette que je suis vraiment ravie de retrouver les personnages, l'univers, la plume de l'autrice pour des tomes suivants. C'est pas grave, tant pis pour moi, tant mieux pour moi, mais c'était vraiment très cool et je suis encore une fois très contente de suivre encore un petit peu cette histoire. J'ai vu que l'autrice avait fait de nombreux autres romans traduits, je vais me pencher dessus parce que vraiment ça a été une excellente découverte. Je peux que vous le recommander, c'est très bien écrit, c'est extrêmement addictif dans la plume, dans le rythme, c'est très bien géré. Donc franchement, c'est une très belle découverte. Et puis pour la période, voilà, si vous cherchiez quelque chose pour votre Pumpkin Autumn Challenge, en plus là c'est juste, je trouve, le bon moment parce que c'est un petit peu l'été indien avec encore des températures assez chaudes, donc qui sont pas mal dans cet esprit un peu Niger, donc assez chaud, mais d'un autre côté avec des sorcières, avec de la magie, des choses comme ça. Le combo parfait. Ensuite, un autre livre que je trouve encore une fois plutôt parfait pour la période, pour la saison, que j'ai lu un petit peu plus tôt dans l'été, mais qui se prêtait très bien également. Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. Donc c'est de la fantaisie, voire de la science fantasy française, je vous l'expliquerai juste après, qui se passe dans le désert. Donc encore une fois, si vous cherchiez quelque chose pour votre Cocorico Challenge, pour votre Pumpkin Autumn Challenge, c'est cadeau. J'aime énormément tout ce que j'ai lu pour l'instant d'Aurélie Wallenstein, c'est-à-dire tout à partir du Roi des Faux. J'ai pas lu ses premiers textes encore, mais tout le reste vraiment était des très bonnes lectures, et celui-là n'a pas fait exception. C'est donc une fantaisie qui se passe dans le désert, mais effectivement plutôt quelques siècles après nous, a priori, donc ce que je qualifierais plus ou moins de science fantasy, une espèce de post-apocalyptique, où en fait tous les êtres humains tous ou presque, se sont dissous, et leur mémoire en fait a formé le sable d'un désert infini, et il reste que cette petite communauté qui vivote au milieu d'un cratère et qui assez régulièrement envoie une expédition pour essayer de rallier une ville un petit peu fantasmée, un petit peu miraculée qui serait de l'autre côté de ce désert et où la vie prospérerait encore. Et pour cette expédition, en fait, il faut qu'il y ait un enfant du marchand de sable, donc une créature du désert qui vient sporadiquement se reproduire avec les femmes de la tribu et qui ensemble créent un espèce d'être un petit peu étrange pour lequel la grossesse dure 1 mois et la croissance est accélérée, etc. et qui a la capacité de garder les souvenirs de l'autre personne qui sera en expédition avec lui pour que la traversée du désert se passe le mieux possible, parce que ce sera jamais parfait, il y a des souvenirs qui vont se perdre, mais en tout cas que la personne puisse aller le plus loin possible. Ça c'est vraiment le prémisse de ce livre, et déjà c'est un concept que j'ai trouvé juste trop cool quand j'ai commencé ma lecture. Je trouvais ça juste assez ouf. Et d'une part la mythologie donc de ces êtres est plutôt très intéressante. Alors c'est pas le plus développé, en même temps c'est un livre qui est assez court, donc il y a des choses qu'on peut pas non plus développer en profondeur, mais c'est quand même bien fichu, bien pensé. C'est aussi l'occasion de faire, comme Aurélie Wallenstein le fait très bien, des espèces de cérémonies tribales avec des rituels, des usages de psychotropes un petit peu
que pareil, elle sait très bien décrire avec ce côté un petit peu onirique, fou, complètement décalé, qui est vraiment très très bien fait. C'est un livre où du coup le souvenir, la mémoire comptée aussi, et du coup le compteur de mémoire a une importance vraiment capitale, comme ça peut être le cas dans Abyss, si vous vous rappelez, je vous mettrai ma vidéo où j'en parle juste là, où il y avait aussi cette espèce de mémoire collective. Alors là c'est un petit peu différent puisque c'est une personne qui est garante de la mémoire d'une autre personne, mais qui lui raconte aussi un petit peu, donc on a quand même cette échange de souvenirs, et bah du coup se poser la question de la véracité et de la confiance qu'on peut accorder en fait à des souvenirs qui en fait peuvent être modifiés, ou est-ce que c'est la façon dont on les interprète, ou est-ce que c'est la façon dont la personne qui a vécu le souvenir qui l'a interprété. Enfin, ça pose vraiment des questions hyper intéressantes, notamment pour tout ce qui est souvenirs traumatiques, ce genre de choses, qui sont vraiment extrêmement bien traitées, je trouve, dans ce récit, et c'était vraiment assez surprenant de les voir comme ça. Et il y a un côté un petit peu thriller psychologique, du coup, face à cette mémoire dont on ne sait pas exactement jusqu'où on peut la croire, jusqu'où on peut s'y fier. Et c'était encore une fois du grand Henry Wallenstein, très très bien écrit. Alors il y a quelques passages un petit peu répétitifs parce que c'est une construction assez cyclique où plus ils avancent dans le désert et plus le conteur raconte les souvenirs à la personne qui l'accompagne, et du coup tous les jours il y a un petit peu cette espèce de cérémonie du souvenir. Au bout d'un moment c'est assez répétitif dans cet enchaînement là, mais les souvenirs et ce que ça engendre sont quand même extrêmement intéressants. Et après voilà, toute la partie un petit peu résolution où on comprend ce qui se passe exactement, etc. C'était vraiment extrêmement bien fait. Pareil dans cette espèce de traversée du désert, de grande expédition, j'ai trouvé un petit côté un petit peu la horde du contrevent. Si c'est un livre que vous avez apprécié, je trouve que dans l'esprit un petit peu voilà de quête, d'expédition un petit peu impossible, avec un groupe beaucoup plus réduit puisque là ils ne sont que deux et un oiseau, on a quand même ce côté là qui je trouve est extrêmement plaisant, extrêmement bien fait ici. Il y a un côté encore une fois très onirique, très fantastique, fantasmagorique, avec des descriptions qui sont vraiment très très belles et qui emportent très bien l'imagination. Trigger warning pour le coup en termes d'inceste, de trauma psychologique. Il y a aussi tout un côté sur la grossesse, notamment la grossesse non désirée, la maternité non désirée, ce genre de choses. Donc voilà, si c'est des choses qui vous touchent, faites attention encore une fois, mais c'est, je trouve, toujours extrêmement bien traité. Henry Wallenstein maîtrise très très bien ces sujets, et il n'y a pas de fausses notes, je trouve. C'est plutôt très bienveillant, très très bien fait, et voilà, globalement on est quand même sur un chemin de guérison tout au long de ce récit qui est extrêmement, encore une fois, agréable, bien fait. Et qui fait du bien finalement, même s'il y a des passages qui sont très durs. Comme je vous le disais, la fin est, je trouve, très bien réussie, et une très belle conclusion à l'aventure, au récit, à toutes les problématiques. Henry Wallenstein globalement ne fait que des one-shots, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un exercice qu'elle maîtrise extrêmement bien. On ne se sent pas frustré du tout. Alors c'est une fin qui est relativement ouverte, mais qui vraiment, moi, m'a plutôt très bien satisfaite et qui est extrêmement plaisante. Je suis ravie vraiment d'avoir découvert ce livre qui en plus traînait dans ma palle depuis un moment, puisque je l'ai acheté aux Imaginales d'octobre 2021, je revérifiais parce qu'il est dédicacé, donc il était grand temps, d'autant que son prochain roman doit sortir normalement dans les mois qui viennent, donc je me jetterai dessus avec grande impatience. C'est vraiment une de mes autrices de SFFF, plutôt de fantasy quand même, francophone préférée, et si vous ne l'avez pas découverte, je ne peux que vous la recommander. Et pour le dernier livre de cette vidéo, alors j'ai déjà à moitié spoilé de quoi il s'agissait puisque je vous ai parlé du tome 2 dans ma playlist du Pumpkin Autumn Challenge, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas dans mes achats livresques précédents, enfin je vous l'ai déjà présenté en tous les cas. Journal d'un assassin, le tome 1, donc Défaillance Système de Martha Wells, qui est publié aux éditions La Talente et qui a confirmé, s'il était nécessaire, que les éditions La Talente font un travail formidable, ont vraiment des textes de qualité, et enfin pour l'instant c'est un sans faute. Alors après, bon, j'ai lu que Becky Chambers et le Journal d'un assassin pour l'instant chez eux, mais j'en ai quelques-uns qui patientent gentiment de ma playlist et j'ai pas franchement de grande inquiétude. Ce livre-là est
encore une fois extrêmement court. J'étais très étonnée quand je l'ai choisi en librairie. Ça rentrait plus ou moins dans mon espèce de challenge de lire les prix Hugo sur là, les mois à venir, d'essayer de lire des prix Hugo en tout cas régulièrement, un par mois si j'y arrive. Et donc quand je l'ai choisi en librairie, j'étais vraiment surprise de sa taille. Et en fait c'est fou ce que l'autrice arrive à faire en si peu de pages. C'est voilà, 120 pages qui se lisent toutes seules, qui sont extrêmement bien faites, où il se passe beaucoup de choses et où on arrive à développer une vraie profondeur dans les personnages, dans la psychologie, même dans l'univers. On comprend un petit peu les tenants et les aboutissants politiques de ce qui se passe, etc. Et c'était extrêmement plaisant. Donc on suit ce personnage qui est donc un assassin, qui est un espèce de robot, alors avec des parties humaines quand même, donc est-ce que c'est un cyborg, est-ce que c'est... Voilà. En tout cas il se présente comme un robot, comme un androïde, comme un assassin qui est donc engagé dans une expédition scientifique pour protéger les scientifiques de cette expédition. Et il va y avoir toute une série de défaillances qui vont s'enchaîner et auxquelles ils vont devoir faire face. Encore une fois, ça a un côté un petit peu thriller à certains moments parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui leur tombent dessus et on se demande un petit peu qui est responsable, comment ça va finir et pourquoi ça se passe comme ça. Mais c'est fait donc du point de vue de ce personnage-là qui est extrêmement en retrait par rapport aux humains parce que lui, il est juste là pour faire son job et ça s'arrête là. Et il a aucune acquaintance finalement avec les humains, en tout cas initialement. C'est vraiment juste un travail. En plus, il y a le côté robotique qui est un petit peu exacerbé où voilà, il reste très froid, très en retrait. Mais c'est un personnage que j'ai adoré suivre, qui a voilà, des petits trucs un peu rigolos où son truc préféré c'est de se mettre dans une espèce de cocon et de regarder plein de séries plus ou moins à l'eau de rose sur le réseau, etc. Et franchement, enfin, c'est un décalage hyper intéressant en fait entre le côté très froid de la machine et ce côté-là qui est un petit peu humain dans certains côtés. Et puis les relations qu'il finit par tisser avec les personnes de son expédition aussi sont intéressantes. La vision qu'il a d'eux, etc. Enfin vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Encore une fois, on est dans de la science-fiction extrêmement logique, comme peut le faire Becky Chambers, et je me rends compte que c'est vraiment le type de science-fiction qui fonctionne avec moi. De la science-fiction logique avec des personnages intéressants et de l'inclusivité, puisque encore une fois, c'est vraiment le cas dans ce récit, et un style encore une fois un petit peu doudou, un petit peu cocon, un petit peu chouette comme ça. Et voilà, franchement, je la mets pas encore au même niveau que Becky Chambers parce que j'ai lu qu'un seul de ses récits, donc c'est difficile de, surtout vu la taille qu'il fait, de vous en donner un petit peu une vision d'ensemble, mais en tout cas c'est extrêmement bien parti. Je vous l'ai déjà dit, le tome 2 patiente gentiment dans ma pile à lire, mais je sais pas si je vais le faire patienter très longtemps puisque comme il est extrêmement court, je me dis que justement ça pourrait être l'occasion d'avancer assez vite dans cette série, d'autant que là je suis sur une bonne lancée parce que j'ai l'enthousiasme d'y aller, donc à voir. Il y a, je trouve, en plus un espèce de petit côté de représentation des traits autistiques avec ce personnage, encore une fois, extrêmement froid, extrêmement en décalage, avec les règles sociales, avec le savoir vivre ensemble, etc., qui était extrêmement bien fait, extrêmement intéressant. Il y a des personnages qui utilisent les pronoms IEL, il y a voilà, de l'inclusivité, de la représentation, c'est bien fait, c'est bien écrit, ça se lit tout seul, c'est vraiment, c'est un bonheur et j'ai qu'une hâte, c'est me plonger dans la suite. Et voilà, c'en est tout pour mes dernières lectures, donc plutôt de la SFFF puis Arsène Lupin au milieu qui pop comme ça parce que des fois il faut rester un petit peu classique. Comme vous l'avez vu, c'est globalement toutes de très bonnes voire excellentes lectures. Je pense que si je devais vous dire mes préférés, je pense que ce serait Akata Witch et Le Journal d'un Assassin. Malheureusement pour moi, ou heureusement pour moi, comme je le disais, ce sont tous les deux des tomes 1, donc c'est reparti pour des sagas à n'en plus finir. Mais globalement, j'ai passé vraiment de très bons moments dans les pages de ces récits. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez déjà lu certains livres que je vous ai présentés, ou s'il y en a qui vous font envie, à me parler tout simplement de vos dernières lectures, éventuellement s'il y a des choses que vous voulez me faire découvrir. Je vous remercie encore une fois de tous vos retours, de tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.